Bonjour, je suis le docteur Aylan Reik, je suis médecin aux urgences au Medipôle et du coup je suis heureuse d'avoir un petit moment pour vous parler de ce sujet sensible qui est malheureusement trop souvent d'actualité en Calédonie, qui est l'accidentologie routière. Donc rapidement, en fait, la carte de la Calédonie, vous savez tous que c'est un territoire long de 400 km sur 64 de large avec des routes essentiellement territoriales, c'est-à-dire juste à double sens sur la plupart du réseau routier. Concernant en fait initialement les structures de santé permettant de prendre en charge les patients, je pensais que c'était intéressant avant de rentrer dans les détails, de reparler de tout ça et de comprendre l'organisation des soins et comment on va s'articuler ensuite la prise en charge des patients victimes de traumatologie routière. Donc on a globalement un Medipôle qui est situé sur Doumbéa, donc Nouméa, Grand Nouméa, qui possède un plateau technique avec une réanimation TDM, IRM disponible H24, et puis donc une clinique sans réanimation mais avec une unité de soins continus, et dans le nord en fait un PSN à Koné qui possède donc une possibilité d'accueillir les patients aux urgences H24 avec un SMUR local, un scanner, un bloc opératoire d'urgence, mais pas de structure d'USC ou de réanimation. Voilà. Donc, comment, en fait, nous, au SAMU, on peut être amené, on est amené à prendre en charge les polytraumatisés. Donc, de quels moyens on dispose parce que peut-être que tout le monde ne sait pas comment tout le monde ne sait pas comment on est dimensionné. Donc, on a 2 équipes SMUR en journée, médecins, infirmiers, et un conducteur ambulancier. On a des vecteurs terrestres, donc une unité mobile hospitalière que vous voyez en bas, un véhicule léger qui permet aussi de faire des interventions primaires. Ensuite, on a des vecteurs aériens. On a un hélicoptère dédié avec un pilote qui est posté au CHT en journée aéronautique jusqu'à la tombée de la nuit. Un avion dédié aussi positionné à l'aérodrome de Magenta. Et puis on a d'autres vecteurs possibles en journée, vraiment sur demande exceptionnelle, l'hélico de la gendarmerie ou de la sécurité civile si on a besoin de faire du treuillage, le Puma de l'armée sur des victimes multiples notamment, du secours maritime, enfin bon là c'est pas le sujet sur la traumatologie routière. La nuit en fait on a une équipe SMUR et un conducteur ambulancier en nuit profonde et une deuxième équipe quand même qui est mobilisable en prenant un des médecins des urgences et une infirmière des urgences si besoin. Les vecteurs terrestres sont les mêmes. Par contre, en vecteur aérien, donc on n'a plus l'hélico, on a l'avion dédié et la possibilité de recourir aux moyens de l'armée si besoin. Donc, comment va se dérouler finalement une prise en charge, une intervention sur un accident de la voie publique sur Nouméa, Grand Nouméa? Donc, on peut utiliser en fait notre vecteur terrestre, soit l'unité mobile hospitalière, soit le véhicule léger, ou alors, si par exemple c'est sur le col de la Pirogue, qui est dans le Grand Nouméa, on peut être amené à utiliser l'hélicoptère ou au Mont d'Or par exemple, ce qui permettra d'évacuer plus rapidement le patient. Donc ça permet des délais d'intervention rapides, des possibilités de renfort sur la zone, et finalement on est dans des conditions qui sont assez semblables à celles de la métropole. Donc si l'accident de la voie publique se déroule plutôt en brousse dans les îles en journée, donc on a la possibilité, de par les moyens qu'on a, d'utiliser l'intervention hélico en moyen primaire. Si on peut faire une drop zone directement sur place pour se poser au plus près du lieu de l'accident. Si ce n'est pas possible, on va organiser un secondaire, c'est-à-dire que le patient victime de son accident de la voie publique va être pris en charge initialement par l'équipe médicale du centre médical le plus proche et géré par ces derniers le temps que le SMUR puisse arriver et prendre la suite et ramener le patient vers le plateau technique. Sinon, on peut utiliser également l'avion pour se poser sur les aérodromes les plus proches, Koné, Koumak, Touo, l'île des Pins et les Loyautés, sachant que dans notre avion, on a la possibilité de prendre 2 patients concomitamment. Alors, ça devient un petit peu plus compliqué si l'accident se passe la nuit.
Donc du coup, là, on va plus pouvoir arriver rapidement en hélico. Il va falloir qu'on utilise le moyen avion en se posant à l'aérodrome le plus proche et ensuite en faisant un relais ambulance pour aller jusqu'au centre médical où le patient a été pris en charge. Et puis, si vraiment il y a des victimes multiples, on va demander aux forces armées de Nouvelle-Calédonie de travailler avec nous, avec leur Puma, pour qu'on puisse évacuer le plus grand nombre de personnes en même temps. Mais malheureusement, il y a des délais incompressibles d'au moins 2 heures en général pour le déclenchement. Là, il y a le cas particulier quand même du CHN de Koné, puisqu'ils ont quand même un SMUR H24, un scanner et un bloc opératoire. Donc ils n'ont pas de réanimation, pas d'USC, mais ils peuvent quand même faire des sorties primaires sur la zone, commencer les prises en charge, faire éventuellement le scanner, avant que l'équipe du SMUR du Grand Nouméa aille prendre en charge les patients graves pour les ramener en fait sur le CHT. Donc en résumé, concernant les prises en charge, on a des délais finalement qui sont quand même loin des standards métropolitains, puisque ça peut aller de 1 heure jusqu'à 5 ou 6 heures en fonction des lieux où se passent les AVP. Donc une arrivée au box 0, qui est l'endroit d'accueil des patients polytraumatisés au Medipôle, qui est parfois très tardive. Et puis on le voit bien, des procédures dégradées de prise en charge des patients en milieu isolé, surtout la nuit. Alors, on va parler un peu plus de l'insécurité routière maintenant. C'est une question vraiment d'actualité. La violence routière dans le monde, c'est 1,3 million de morts en moyenne par an, dont 90% dans les pays en voie de développement, et surtout qui a connu son paroxysme dans les années 70. Mais en Nouvelle-Calédonie, c'est un phénomène qui continue à marquer les esprits et qui ne connaît pas finalement vraiment l'amélioration observée ailleurs dans les pays développés. Donc finalement, l'insécurité routière, c'est lié à une tendance finalement au comportement à risque en Nouvelle-Calédonie sur un fond finalement de consommation d'alcool et de stupéfiants, mais on va rentrer plus dans les détails ensuite. Concernant les définitions des accidentés finalement de la voie publique, on a donc l'accident corporel de la circulation qui applique au moins une victime et qui survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qui implique au moins un véhicule routier. On parle de personnes tuées quand une victime est décédée sur le coup ou alors dans les 30 jours qui suivent l'accident, et de personnes blessées quand une victime a fait l'objet de soins médicaux, qu'elle ait été hospitalisée ou non, et si même elle décède dans les 30 jours, mais après l'accident. Voilà, comme ça on sait un peu de quoi on parle. Voilà, donc ça c'est les chiffres. C'est les chiffres arrêtés au 10 septembre de cette année. Donc vous voyez globalement en bleu pâle la mortalité depuis 2009, qui a tendance quand même à rester relativement stable depuis ces dernières années. Les colonnes bleu marine, en fait, elles montrent juste la mortalité au 10 septembre de chaque année. Donc là actuellement, au 10 septembre, on était à 31 décès sur la route. Donc la mortalité routière en Calédonie, elle est quand même bien supérieure à celle de la métropole, 4 fois supérieure. Même on est 2 fois supérieur à la Polynésie française. Donc on est en fait à la hauteur des pays émergents et du quart-monde. Ça, c'est les chiffres en fait au 10 septembre de la mortalité routière en Calédonie. Ce qu'on peut en voir majoritairement, c'est que l'insécurité routière, c'est la première cause de morbimortalité chez les 15-35 ans, avec 50% de morts sur la route. Donc c'est cette tranche d'âge qui paye finalement le plus lourd tribut de décès, avec essentiellement des usagers de véhicules légers, plus que les piétons et les 2 roues. Un pic en mars cette année, et donc comme vous le voyez, une importante représentation de la tranche 15-35 ans. Donc finalement, si on regarde un petit peu les courbes concernant les accidents de la voie publique, ils ont quand même tendance à diminuer, mais une mortalité qui reste stable. C'est-à-dire qu'il y a moins d'accidents, mais il y a autant de décès, contrairement à la mortalité routière en France.
Si on analyse un petit peu plus les particularités de la Nouvelle-Calédonie, sur Nouméa, en fait, on a une moyenne de 3 morts pour 100 accidents, avec un blessé grave dans 35% des cas, alors que dans l'intérieur de la Grande Terre et sur les îles, on a 20 morts pour 100 accidents, avec un blessé grave dans 74% des cas. Donc vraiment une surmortalité, une surmorbidité accrue des zones rurales, avec 3/4 des tués en Nouvelle-Calédonie en zone rurale versus la métropole. Alors voilà, est-ce qu'on peut le rapprocher de la vitesse autorisée à 110 km/h sur les routes rurales en Nouvelle-Calédonie? Probablement. Donc si on parle finalement plus de l'épidémiologie, je ne vais rien vous apprendre de surprenant. C'est l'alcool, c'est la vitesse, c'est le non-port de la ceinture, c'est le fait de ne pas avoir son permis, et puis d'autres facteurs plus anecdotiques, la fatigue, la somnolence, la mauvaise qualité des infrastructures routières, le téléphone, le mauvais état du véhicule, le cas particulier des passagers de bennes de pick-up, des conditions climatiques, parfois la pluie, bon, là c'est commun à la métropole aussi, la divagation de bétail, le cannabis et les patients ivres sur la chaussée. Donc, si on reprend finalement les principales causes, alcool, cannabis, vitesse, avec finalement 98% des décès qui seraient évitables, et puis des comportements qu'on a vraiment du mal à changer. Des habitudes en Calédonie très ancrées, en fait, finalement, dans les mœurs et dans les us et coutumes calédoniennes. Le gros pick-up, la vitesse... Le profil type finalement de l'accident routier mortel en Nouvelle-Calédonie, c'est quoi? Ça se produit la nuit 2 fois sur 3 et à 80% le week-end. Ça touche dans 95% des cas un homme jeune, âgé de 38 à 39 ans, qui a une moyenne d'alcoolémie à 1,83, qui est non titulaire du permis de conduire dans un cas sur 2, qui est seul dans son véhicule dans 75% des cas, et sur souvent une ligne droite en zone rurale. Et tout ça, ça a un coût. C'est un coût affectif et humain qui est incalculable. Tant de familles endeuillées, des drames de la route, avec finalement un certain fatalisme, avec ces décès qui touchent à 50% des 15-35 ans. Là, je vous ai mis une photo de cet accident particulièrement choquant qui s'était passé l'année dernière à Païta, avec 5 décédés d'emblée. Et puis un coût social et matériel qu'on peut évaluer, qui est autour de 30 milliards par an environ pour les chiffres de 2016. Donc ça représente quand même 3% du produit intérieur brut de la Nouvelle-Calédonie. Un coût de 19 milliards pour le nombre de tués. Voilà. Si on reprend plus en détail les causes, donc l'alcool en Calédonie, c'est quand même une consommation importante. Bon, comme ça, il faudrait le comparer aux autres pays, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ça a quand même diminué par rapport aux années d'avant. Et ça, probablement, grâce en 2018, l'augmentation des taxes qui ont été mises en place par voie réglementaire sur l'alcool. Mais bon, la comparaison avec la France métropolitaine fait que même si la consommation d'alcool diminue, on a des quantités ponctuelles consommées qui sont très importantes. Beaucoup de jeunes déclarent avoir été ivres le mois précédent sur des taux assez importants par rapport à la métropole. Donc l'alcoolisme, c'est quand même un problème majeur de santé publique qui crée, donc, outre les accidents de la voie publique, des pathologies chroniques, et puis donc une consommation qui reste toujours en croissance chez les jeunes, malgré des mesures de prévention et de lutte qu'il faut probablement continuer à accentuer. Il y a le cannabis en fait qui s'y associe, donc conduire sous l'effet du cannabis multiplie par 2 quand même le risque de provoquer un accident mortel. Si on consomme de l'alcool de façon associée, ce qui est quand même assez fréquent, ça multiplie par 15 le risque d'accident mortel. Et du coup, ici, quand même, les contrôles positifs au cannabis sont 6 à 7 fois plus fréquents qu'en métropole. Donc, en résumé, c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie est un pays riche, mais il y a une très grande inégalité de la répartition des richesses.
Donc on a peut-être un record mondial sur les propriétaires de Porsche Cayenne, mais on est à un niveau de morbimortalité routière qui est au niveau des pays du quart-monde. Donc l'opinion publique est peut-être un peu plus en avance sur les élus et il faut continuer à travailler, essayer de financer un programme ambitieux, amplifier l'arsenal préventif et répressif, mettre en place de la pédagogie dès le cursus scolaire et puis améliorer le réseau routier et le contrôle technique. Donc constater, identifier les problèmes, ça c'est bon, on l'a fait. Légiférer, définir les règles, bon, ça commence. Mais éduquer, sanctionner, faire appliquer les règles, là, il y a encore beaucoup de travail. Il faut évaluer effectivement le coût, le bénéfice de tout ça, planifier et puis adapter ensuite les mesures en faisant un suivi de tout ce qui est mis en place. On en est où maintenant finalement? Il y a eu un plan quinquennal de sécurité routière entre 2014 et 2018 qui avait été validé fin 2013 qui avait pour objectif de réduire de moitié le nombre de décès sur les routes. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis 2015, il n'y a aucune diminution de la mortalité. C'est toujours la même chose. Donc on peut proposer des axes de solutions, comme j'ai commencé à le faire dans la diapositive précédente. Donc concernant le permis de conduire, peut-être revoir l'enseignement qui est un peu désuet et l'adapter aux routes calédoniennes, rendre plus facile l'accès au permis de conduire comme aux assurances pour les nouveaux conducteurs, parce que c'est quand même cher, sensibiliser dès l'école au code de la route, et puis sensibiliser à l'aptitude à la conduite en fonction de l'âge, améliorer l'état du parc de véhicules et revoir les limites de vitesse, donc faire plus de contrôle technique, généraliser les équipements de prévention, surtout modifier les limitations de vitesse et continuer à refaire les routes. Et puis la répression, surtout. Durcir la réglementation, étendre les textes répressifs comme ceux de la métropole, durcir les réglementations de transport et puis peut-être mettre en place une saisie, une immobilisation des véhicules pour toute personne arrêtée en état d'ébriété au volant. D'autres idées en fait pourraient être creusées, comme mettre en place un registre, comme le registre du Rhône en métropole. L'objectif étant de mieux connaître les blessés de la route en fournissant des informations sur la nature des blessures et leur gravité. J'ai eu l'occasion donc de rencontrer la responsable à la DI3T de la sécurité routière qui disait que malheureusement elle avait peu de retours sur le parcours de soins du patient accidenté. Et c'est vrai que pour mieux connaître en fait finalement l'impact de la traumatologie routière, on aurait besoin de savoir, outre le nombre de décès et de blessés, les conséquences en termes de morbidité et le parcours de soins de tous ces patients. Donc ça serait une véritable approche de santé publique de l'insécurité routière qui nous permettrait en fait d'avoir encore plus de poids sur les conséquences de tout ça. Donc en conclusion, on a une stabilité des chiffres de la mortalité routière depuis plusieurs années, avec en moyenne une personne tuée par semaine sur les routes, malgré un taux de gravité, enfin un nombre d'accidents global qui tend à diminuer. Des conduites à risque et une mentalité de la population qui n'évolue pas, alcool, défaut de maîtrise, vitesse. Des mesures gouvernementales finalement trop frileuses probablement, qui semblent sans résultat pour l'instant. Donc en 2018, le gouvernement a renforcé ces mesures sur la lutte contre l'insécurité routière en mettant en place une tolérance zéro en matière de conduite sur influence d'alcool, une uniformisation des plaques d'immatriculation pour qu'elles soient plus lisibles et une sensibilisation des conducteurs, mais est-ce suffisant? Voilà, il faut changer les mentalités pour que les bords de route ne soient plus ces cimetières. Je vous ai mis les sources dont je me suis inspirée pour ce diaporama. Et puis voilà, c'est ça la Calédonie, c'est pas la diapositive d'avant. Merci.